Avant de commencer ces histoires, je voulais vous faire un message pour m'excuser pour le rythme irrégulier que j'ai eu ces derniers temps. Actuellement, je suis en plein changement de vie et j'emménage dans une nouvelle région. Je quitte Paris pour Montélimar, néanmoins, on est bien là et on continue notre tour du monde, des histoires sombres et de la face cachée de chaque pays. Aujourd'hui, nous allons en Syrie. Je vous remercie de me suivre. Je remercie les gens qui ont pris le temps de commenter et les gens qui sont simplement là actuellement. Si tout cela vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est ce qui nous aide à grandir, mais aussi ce qui motive le plus, les interactions. Et sur ce, bon épisode. Je m'appelle Khaled. Peut-être que mon nom ne signifie rien pour vous, et pourtant il représente tant de choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des années, je n'étais qu'une ombre parmi tant d'autres, coincé dans le gouffre sans fin qu'était la prison de Tadmur. Un lieu où la douleur, la souffrance étaient devenus des compagnons de chaque instant. Un endroit que certains appelaient l'enfer sur terre. Tadmur? Le simple mot suffit à raviver une peur profonde. Quand je pense à ce nom, je ressens encore la chaleur étouffante du désert autour de cette prison. Une prison isolée, perdue au milieu des ruines antiques de Palmyre, un endroit où personne ne vous entendrait crier. Un lieu où vous êtes déshumanisé progressivement. C'est ainsi que je suis arrivé, le regard rempli de terreur et d'incertitude. La prison avait été construite dans les années 60 par le régime de Hafez al-Assad, le père Bachar. Sa conception était pragmatique, presque cynique. Un enfer au cœur du désert syrien. Un endroit que personne ne visiterait sauf pour y jeter ceux que le gouvernement jugeait indésirables. C'était une forteresse de béton et d'acier. La première chose que l'on voyait en arrivant était la tour de guet, haute, menaçante, surveillant tous ceux qui entraient dans ce lieu de souffrance. Je n'oublierai jamais le jour où ils m'ont amené. Des heures de voyage dans un camion, les yeux bandés, le coup de la poussière dans la bouche quand on est arrivé, le bruit métallique des portes. Il se fermait derrière nous et a été comme la sonnerie d'une condamnation. La porte du camion s'est ouverte et les cris ont commencé. Pas les nôtres, mais ceux de ceux qui étaient déjà là à l'intérieur. Des hurlements, des bruits de chaînes, des voix brisées. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai compris que tout ce que j'avais connu dans ma vie avant n'avait aucun sens. Nous étions des numéros. Un nom n'avait aucune importance. Nous n'étions que des corps remplis de souffrance. Les gardes nous ont ordonné de nous aligner, les mains contre le mur. Si l'un d'entre nous bougeait, il était immédiatement frappé. Des bâtons, des fouets, des coups de pied, il fallait se plier ou mourir. Les jours se sont étirés comme des années. Les cellules étaient minuscules et à peine de quoi s'asseoir. Pas de lumière, pas d'air. La chaleur du désert se faisait ressentir même à l'intérieur. L'humidité de la sueur couvrait nos corps. Nous étions parqués comme des bêtes, des animaux. Pas de fenêtre, juste un petit trou en hauteur où l'on pouvait voir un peu de ciel, mais même ce ciel, on ne pouvait pas le toucher. Nous étions coupés de tout. Le seul bruit était celui des gardiens qui nous forçaient à travailler sous la menace des armes. Là-bas, dans les ténèbres de cette prison, tout était régi par la peur et la violence. Le régime de Hafez al-Assad voulait écraser toute forme de rébellion. Et c'est exactement ce qu'il faisait, méthodiquement et sans pitié. J'ai vu des hommes perdre leurs âmes dans ces endroits, se transformer en des coquilles vides. Les tortures étaient quotidiennes. Les gardiens prenaient un plaisir malsain à nous détruire. Il y avait des séances de torture physique, bien sûr, mais aussi quelque chose de pire encore. La torture psychologique. On nous isolait, on nous privait de tout, et parfois des hommes disparaissaient sans laisser de traces. Où allaient-ils? Personne ne le savait, et pour être honnête, personne ne posait la question, car le silence était la seule chose qui nous permettait de survivre. Mais il y avait encore pire. La cellule d'isolement qui était, elle, réservée à ceux qui voulaient vraiment anéantir. Une boîte de béton, sans lumière, sans son. On y entrait vivant et on en ressort souvent mort, ou du moins la moitié d'un homme. J'y ai passé un mois. C'était une épreuve que on peut qualifier d'inimaginable. La folie s'installant peu à peu comme une maladie.
Les murmures des autres prisonniers, les bruits des coups venant de la salle d'interrogatoire, tout cela se mêlait dans mon esprit. Je commençais à perdre la notion du temps, à oublier ce que c'était que de respirer un air pur, d'avoir une pensée qui ne soit pas envahie par la douleur. Et puis, tout a changé. En 2015, Palmyre a été attaqué par Daesh. Nous avons entendu les bombes, les tirs, les chaos. Une partie de l'armée syrienne a été forcée de fuir. Et les gardes, ils ont abandonné la prison. Il y avait des rumeurs, des bruits. Daesh voulait prendre le contrôle de Tadmur. Et dans ce fracas, quelque chose de plus sombre s'est produit. Un groupe de prisonniers a réussi à s'échapper. Mais tous ne sont pas sortis vivants. Ceux qui restaient, ceux comme moi, on a entendu les détonations, vu les flammes monter dans l'air, et la prison tremblait sous les bombardements. Et quand tout s'est enfin calmé, nous avons vu que la prison n'était plus qu'une carcasse. L'armée de Daesh était entrée, mais tout ce qu'ils avaient laissé derrière eux, c'était des ruines. Tadmur n'était plus qu'un souvenir de terreur. La prison a été détruite sous les bombes, et il ne reste que des murs effondrés, des blocs de béton brisés, des cages vides. Mais même aujourd'hui, malgré tout ça, je sais que Tadmur n'est pas disparu. Elle existe toujours dans chaque regard, dans chaque silence lourd. Nous, les survivants, nous portons en nous les cicatrices invisibles de cet endroit. Et à chaque fois que je ferme les yeux, je suis à nouveau là-bas, dans l'ombre de cette prison, ce lieu maudit. Tadmur ne nous laissera jamais vraiment partir. Je m'appelle Omar. Et j'ai grandi dans une banlieue poussiéreuse de Damas, là où les enfants jouent au football sur des terrains défoncés, là où le ballon roule entre les gravats et les éclats de verre. Le football, c'était notre échappatoire, notre rêve. Mais en Syrie, même les rêves se brisent sous le poids de la guerre. Quand j'étais enfant, le stade Tishrine était un lieu de fête. Je m'en souviens encore, la foule, la chaleur, l'odeur de la sueur mêlée au tabac bon marché, le vert du terrain qui contrastait avec le gris du ciel pollué, le cri des supporters résonnait dans tout le quartier, mais aujourd'hui, il ne restait que le silence car le stade Tishrine, comme tant d'autres, est devenu autre chose. Un lieu où l'on enferme, où l'on brise, où l'on fait disparaître. On dit que les premiers à y être amenés furent les joueurs eux-mêmes. Ceux qui avaient osé parler, osé critiquer, osé rêver d'une Syrie différente. Abdelbasset Saoud, par exemple, je me souviens de lui, c'était un gardien de but prometteur. Une star à Homs. Il est devenu une figure de la rébellion et pour ça, ils l'ont pourchassé comme un chien. Il a fini par rejoindre les rangs des combattants et sa carrière sacrifiée. On raconte qu'il a vu de ses propres yeux les vestiaires du stade Khaled Ibn al-Walid se transformer en cellules humides, où les cris s'étouffaient dans le béton froid. Ce n'était pas qu'une rumeur. J'ai rencontré un homme une fois dans un café discret à Beyrouth. Il était maigre, l'air absent, les yeux fixés sur une tasse vide. Il m'a dit qu'il avait passé 6 mois dans le stade abbassien à Damas. 6 mois de torture, 6 mois où les terrains de foot étaient devenus un cimetière sans tombe. Ils nous alignaient sur la ligne de touche, m'avait-il raconté. On n'était plus des joueurs, plus des hommes. Juste des corps qu'on déplaçait. Raqqa, ce nom résonne comme un cauchemar. Quand l'État islamique a pris la ville, le stade municipal est devenu leur repère. On l'appelait le stade noir. Des centaines d'hommes y ont été exécutés, parfois en plein centre du terrain, là où autrefois on célébrait les victoires. Les habitants évitaient même de regarder dans sa direction, comme si le simple fait de le faire pouvait les condamner. Mais le régime d'Assad n'a rien à envier aux djihadistes. À Alep, le stade Al-Hamdania a servi de prison de fortune après les bombardements. Ils y entassaient les jeunes arrêtés après les manifestations. Beaucoup n'en sont jamais sortis. Il se murmure que sous les gradins, il y a des fosses communes, des ossements mêlés à la terre battue du terrain. Des familles viennent parfois en cachette la nuit pour déposer des fleurs en espérant que quelque part sous leurs pieds repose un frère, un fils, un père. Le football en Syrie, ce n'est pas que des stades devenus prisons, c'est aussi des carrières brisées par la peur. J'ai connu un joueur, un vrai prodige. Il s'appelait Talal, tout le monde disait qu'il irait loin, mais un soir après un match, il a disparu. On dit qu'il avait été aperçu dans un café à parler de politique et quelques semaines plus tard, une vidéo est apparue sur Telegram. Un corps pendu à une cage de but,
le maillot de son équipe encore sur le dos, trempé de sang. Et puis il y a ceux qui sont restés. Ceux qui ont choisi de continuer à jouer sous la surveillance des services de renseignement. Ils jouent avec une peur constante car chaque passe peut être la dernière, chaque but peut être perçu comme un défi au régime. Un joueur de l'équipe nationale m'a même confié un jour qu'avant chaque grand match, il était convoqué par les Mukhabara, les services secrets. Joue bien, leur disait-il. Mais souviens-toi, ta famille est ici. Les stades syriens ne sont plus des lieux de rêve, mais des lieux de cauchemar. Ils sont devenus les témoins muets d'un pays qui s'effondre, d'une jeunesse qui se meurt, d'un sport qui n'a plus rien d'un jeu. Certains disent que lorsque la guerre sera finie, tout reviendra à la normale, mais moi j'y crois pas. Parce que quand le sang a coulé sur un terrain, il ne disparaît jamais vraiment. Aujourd'hui, je vis loin de la Syrie, mais parfois dans mes rêves, je me retrouve sur ce terrain poussiéreux de mon enfance. Le ballon roule jusqu'à mes pieds, j'entends les rires, les cris de joie, mais alors que je lève la tête, ce n'est plus le stade de Tishrin. Ce sont des murs gris, des barbelés et le silence. Toujours ce silence qui me hante. Je m'appelle Farouk et je suis né dans les hauteurs de la montagne des Druzes, cette terre de brume et de secrets, connue sous le nom de Jabal al-Drouz. À l'œil du visiteur, ce ne sont que des montagnes paisibles, parsemées de villages silencieux et de terres rocailleuses. Mais pour nous, ceux qui vivent ici depuis des générations, c'est un endroit où l'histoire et l'invisible s'entrelacent dans un murmure incessant. La montagne est vieille, si vieille que même nos anciens ne peuvent en raconter l'origine. Ils disent que les rochers eux-mêmes portent la mémoire des temps anciens, que sous chaque pierre, sous chaque arbre tordu, repose une histoire oubliée. Et certaines d'entre elles devraient le rester. Je me souviens des premières fois où j'ai entendu parler des disparitions. On racontait que certains s'aventuraient trop profondément dans les vallées reculées, là où le vent ne souffle pas et où le silence pèse comme une chape de plomb. Ces gens-là ne revenaient jamais. Invalés par la montagne, disaient les anciens. Mais moi, je crois qu'ils ont simplement croisé quelque chose, quelqu'un qui n'aurait jamais dû être là ou quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé. Les Druzes sont un peuple de mystère. Leur foi est pleine de symboles et de rites cachés aux yeux du monde. Ici, il est interdit de poser trop de questions. Et ceux qui cherchent à comprendre au-delà des légendes finissent par regretter leur curiosité. J'ai connu un homme, un étranger et un chercheur venu explorer ces terres. Il disait vouloir percer les secrets de ces temples qu'il voyait enfouis dans les profondeurs de la montagne. Une nuit, il est descendu dans une grotte, dont l'entrée était cachée derrière des ronces et des pierres effondrées. Il n'est jamais ressorti. Seul un cri a résonné dans la vallée, un cri si inhumain que même le plus courageux aurait refusé d'aller voir. Les grottes, justement. On dit qu'elles s'étendent sous toute la montagne, un labyrinthe sans fin creusé par des mains inconnues. Certains disent qu'il s'y cache des sanctuaires oubliés, des autels de pierre ou des rites anciens pourraient être encore célébrés à l'abri des regards. J'ai entendu parler d'un endroit justement, la caverne des murmures où les voix des ancêtres chuchotent aux oreilles de ceux qui osent entrer. Mais aucun de ceux qui ont écouté ces voix ne ressortent indemne. Il y a aussi toutes ces silhouettes aperçues dans la brume au sommet des falaises, des ombres furtives qui semblent flotter et observer, parfois en pleine nuit, alors que tout est calme. On peut entendre des pas légers sur les sentiers caillouteux, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait juste derrière nous. On se tourne et puis là, rien. Juste un silence oppressant venu de la montagne. Les anciens racontent que la montagne, elle est vivante, qu'elle respire, qu'elle choisit qui peut y vivre et qui doit disparaître. Les Druzes ont toujours su respecter cet équilibre, même s'il est fragile, et parfois un étranger arrive ignorant les lois de l'invisible et de ses terres, et alors là, la montagne se referme sur lui. Mais ce qui me hante le plus, ça reste ces cérémonies nocturnes dont j'ai parfois été témoin quand j'étais qu'un enfant. Parfois, tard dans la nuit, une procession silencieuse descendait les collines, des silhouettes vêtues de noir portaient des torches vacillantes. Elles chantaient dans une langue que je ne comprenais pas, des prières anciennes, des incantations peut-être. J'étais trop jeune pour réellement comprendre, mais je savais que je ne devais pas regarder, car ceux qui regardaient ne voyaient jamais plus le monde de la même manière. Et puis il y a cette légende dont tout le monde murmure, l'homme sans visage.
On raconte qu'il erre dans la montagne un être vêtu d'une longue robe sombre, sans trait, juste une surface lisse où devrait se trouver normalement un visage. Les bergers disent l'avoir vu au crépuscule, immobile parmi les pierres regardant dans le vide. Ceux qui ont croisé son chemin sont tombés malades, tourmentés par des cauchemars dont ils ne sont jamais remis. La guerre est venue jusqu'ici et, bien sûr, la montagne est restée la même, impassible face aux conflits humains. Certains disent que les âmes de ceux qui sont morts ici ne seront et ne sont jamais partis d'ailleurs, qu'elles errent encore dans la vallée, embrumées, attendant que la montagne décide de les libérer ou de les garder pour toujours. Si, par hasard, vous passez à Jabal el-Druze, souvenez-vous de ceci. Ne posez pas trop de questions, ne vous aventurez pas trop loin, et surtout, ne regardez jamais dans l'obscurité trop longtemps. Car ici, dans cette montagne, certaines choses préfèrent rester cachées, et croyez-moi, c'est mieux ainsi. Il fut un temps où mon nom résonnait dans tout le pays, où mon visage apparaissait sur les murs, où l'on murmurait que j'étais le futur de la Syrie. Mais aujourd'hui, je ne suis qu'une ombre dans l'histoire, un nom gravé sur une pierre, une légende teintée de mystère et de non-dit. Je suis né le 23 mars 1962 au sein de la famille la plus puissante de Syrie à ce moment-là. Mon père, Hafez al-Assad, était l'homme fort du pays, celui qui avait consolidé son pouvoir d'une main de fer après le coup d'État de 70. Dès mon plus jeune âge, il était évident que j'étais destiné à lui succéder. Le peuple m'appelait le dauphin, l'héritier naturel, l'espoir d'un régime pérenne. Mais mon éducation a été méticuleusement contrôlée. Elle a été exemplaire même, je dirais. J'ai étudié l'ingénierie militaire, je me suis entouré des meilleurs stratèges et je suis devenu un symbole de modernité et de puissance pour le régime. J'étais charismatique, apprécié de l'armée et puis des élites. On me voyait dans les cercles huppés de Damas, entouré de généraux et de dignitaires. J'étais celui qui allait donner un souffle nouveau à cette Syrie. Un jeune homme moderne, proche du peuple. Mais tout cela a pris fin un matin brumeux de janvier 94. C'était le 21 janvier. Une nuit froide, humide. Je roulais sur l'autoroute de l'aéroport de Damas dans ma Mercedes noire. J'aimais la vitesse, la sensation du vent, le réjouissement du moteur sous mes ordres. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose que personne n'explique vraiment. Les autorités ont affirmé que j'ai perdu le contrôle de mon véhicule en raison de la pluie et de l'excès de vitesse. Mais ce n'est pas ce que certains murmurent. Il y a eu tant de théories, tant de spéculations que c'est difficile de tout résumer, mais certains disent que mon véhicule a été saboté. D'autres affirment qu'il s'agissait d'un avertissement, une élimination déguisée en accident. Et puis il y a cette question que personne n'ose poser à voix haute. Et si je n'étais pas seul dans cette voiture? Mon corps, disait-il, fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était déjà trop tard. Officiellement, j'étais mort sur le coup, mais beaucoup rapportent que l'armée est intervenue, que la scène a été immédiatement bouclée et que mon décès a été soigneusement orchestré pour préserver l'image du régime. Ma mort a provoqué un véritable tremblement de terre au sein de la famille Assad. J'étais censé être le successeur, le fils aîné, celui qui devait porter le fardeau du pouvoir. Mon père était anéanti. Il avait bâti tout un empire autour de moi et soudain, il devait se tourner vers quelqu'un d'autre. Et ce fut mon frère cadet, Bachar. Bachar, celui qui n'était jamais destiné à régner. Il était médecin, discret, loin des affaires militaires et politiques, et pourtant, en un instant, son destin a été basculé. On l'a rappelé de Londres, où il poursuivait ses études d'ophtalmologique, pour lui faire comprendre que désormais, il devait endosser mon rôle. Mais était-il prêt? Des années ont passé et mon absence s'est transformée en une forme de culte. Des rues, des places, des stades ont été nommés en mon honneur. Des portraits de moi en uniforme militaire ont fleuri dans tout le pays. Ils ont voulu faire de moi un martyr. L'héritier parfait disparut trop tôt, mais derrière cette façade, la famille était en guerre. Bachar n'était pas moi, et il n'avait pas mon charisme ni ma poigne.
Certains membres de la famille et du régime murmuraient que ma disparition avait laissé un vide et que personne ne pourrait le combler. Mon oncle, Rifat, en exil, a même insinué que ma mort n'était pas accidentelle, mais un coup orchestré par des factions internes qui craignaient ma montée en puissance. Et puis il y a cette rumeur, celle que certains membres de l'élite, hostiles à la montée d'un pouvoir dynastique, auraient vu en moi une menace trop grande, trop ambitieux, trop autoritaire, trop populaire. Une conspiration interne? Peut-être. Aujourd'hui, mon visage est toujours là, figé dans le marbre, mais mon héritage est flou. Bachar a pris ma place, mais la Syrie a sombré dans le chaos. Ai-je été une menace, un rival, un obstacle à une vision plus douce du pouvoir, ou étais-je simplement au mauvais endroit au mauvais moment? Je ne le saurais jamais. Ce que je sais, c'est que ma mort a changé l'histoire de la Syrie. Si j'avais survécu, les choses auraient sûrement été différentes. Peut-être aurais-je maintenu le contrôle avec fermeté, évité le soulèvement en 2011, empêché la guerre, protégé les miens. Ou peut-être que le destin était écrit d'avance. Tout ce qu'il reste de moi, ce sont des souvenirs, des rumeurs et des ombres. Les Syriens se demandent encore si ma disparition était accidentelle ou orchestrée. Certains pensent que je suis toujours en vie, caché quelque part, attendant le bon moment pour revenir, mais non. Je suis bel et bien mort. Cette nuit-là, ma Mercedes s'est fracassée contre un obstacle invisible, un mur que je n'ai pas vu venir. Et depuis, je hante les mémoires de ceux qui croyaient en moi. Je m'appelle Youssef. Je suis né et j'ai grandi sur les rives du lac Assad. Cet immense réservoir artificiel qui est aux yeux du monde une prouesse d'ingénierie syrienne, mais qui pour nous, ceux qui vivent ici, est bien plus qu'un simple lac. Il est une mémoire d'eau, de pierre et de fantômes. Quand on regarde sa surface, calme, on pourrait croire que c'est un endroit paisible, un cadeau du fleuve Euphrate. Mais ceux qui connaissent son histoire savent que le lac Assad cache bien des secrets. Des choses que l'eau a englouties, des murmures qui remontent parfois la nuit avec le vent du désert. Je me souviens des récits de mon grand-père. Il était là lorsque l'idée du barrage de Tabqa a été annoncée dans les années 70. Un projet immense, ambitieux et impitoyable. Les villages, les terres ancestrales, les ruines antiques, tout a été submergé sans un regard en arrière. On nous a promis la prospérité, l'eau pour les cultures, l'électricité pour tous, mais ce qu'on a récolté, c'est la peur et le silence. Il y avait un village juste ici, sous les eaux, à quelques kilomètres de ma maison. Al-Kala, il l'appelait. Un vieux bourg avec une mosquée vieille de plusieurs siècles, des marchés animés et un cimetière où reposaient nos ancêtres. Ils n'ont pas eu le temps de déplacer les tombes quand l'eau est montée, elle a tout pris. Et depuis, il arrive que les pêcheurs remontent des os, des morceaux de cercueil, des reliques d'un passé oublié. Parfois, au crépuscule, je vais marcher le long des rives, le vent y est étrange, chargé d'une humidité lourde, presque suffocante. Il transporte des odeurs que je ne reconnais pas. Des parfums de terre mouillée, de bois pourri et autre chose. Certains disent que c'est l'odeur de la mort, de ce qui est resté sous l'eau trop longtemps. Les anciens racontent que certaines nuits sans lune, on peut entendre des voix. Des appels étouffés comme si les habitants d'Al-Kala criaient encore, cherchant à revenir. Une fois, mon oncle Hussein m'a juré avoir vu une silhouette émerger du lac. Une femme, les vêtements en lambeaux, les cheveux collés au visage par l'eau stagnante. Il a couru, prié et depuis il ne s'est plus jamais approché de ces rives. Les disparitions, personne n'en parle ouvertement. Mais elles arrivent. Des pêcheurs, des bergers, même des enfants, ils s'approchent trop du lac, attirés par sa surface trompeusement tranquille. Et ils ne reviennent jamais. Le gouvernement dit que ce ne sont que des accidents, des noyades, mais nous savons mieux que le lac garde ce qu'il prend. Pendant la guerre, le lac est devenu un refuge et un piège. Des familles fuyant les combats ont tenté de traverser ces eaux pour trouver un endroit sûr. Beaucoup n'ont jamais atteint notre rive. Des témoins affirment avoir vu des corps flotter, entraînés par les courants sous-marins jusqu'à des rives lointaines. Les soldats qui patrouillaient le long du barrage trouvaient parfois des cadavres enchevêtrés dans les turbines déformées par la pression de l'eau. Et puis il y a toutes ces lumières, des éclats phosphorescents juste sous la surface, là où il ne devrait y avoir que l'obscurité normalement.
Certains disent que ce sont des esprits piégés, d'autres parlent d'étranges expériences menées dans les profondeurs du lac, des choses que le régime préférerait garder secrètes. Chaque nuit, les eaux du lac Assad murmurent des histoires que peu osent écouter. C'est un endroit de silence et de secret où le passé et le présent se mêlent dans un tumulte invisible. Ceux qui viennent de l'extérieur voient un paysage magnifique, un lac scintillant sous le soleil de Syrie, mais nous savons ce qu'il cache réellement. Alors, approchez-vous du lac un jour, mais méfiez-vous de ce que peut cacher sa surface. Car ici, l'eau n'oublie jamais rien et elle finit toujours par réclamer ce qui lui appartient. Moi, c'est Samir, et ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est une histoire dont on ne parle qu'à voix basse. Une histoire qui se murmure entre ceux qui osent encore chercher la vérité. Les disparitions, celles qui touchent ma communauté, les Alaouites, un peu plongés dans les mystères depuis des siècles. Nous sommes un groupe religieux minoritaire, souvent mal compris, souvent craint. Les Alaouites forment une branche de l'islam chiite, mais nos croyances sont plus complexes, mêlées de mysticisme, d'éléments ésotériques et de traditions quelque peu secrètes. Nous vénérons Ali, le cousin du prophète, comme une figure quasi divine et nos rituels sont transmis dans le plus grand secret. Pendant des siècles, nous avons vécu repliés dans les montagnes de l'ouest de la Syrie, méfiants du monde extérieur, conscients que nos pratiques faisaient de nous des cibles faciles. Tout a changé avec l'arrivée au pouvoir d'Hafez al-Assad, dans les années 70. Pour la première fois, les Alaouites ne se cachaient plus. Nous étions au sommet de l'État. Une ascension fulgurante qui a fait de nous des privilégiés et aussi des ennemis. Loin d'être unis, nous sommes devenus des instruments. Des pions dans un jeu politique qui nous a totalement dépassés. Mais malgré tout, le pouvoir apparent, une peur sourde nous rongeait. Car depuis des décennies, dans l'ombre, les nôtres disparaissaient. Des hommes, des femmes, des enfants, enlevés, effacés. Certains reviennent après des années, mais ils ne sont plus du tout les mêmes. D'autres ne reviennent jamais, et personne ne sait pourquoi. Je me souviens du premier cas qui a vraiment secoué notre communauté. C'était en 2012. En pleine guerre civile. Le chaos régnait partout, mais quelque chose d'étrange se passait dans nos villages perchés dans les montagnes. Des jeunes hommes disparaissaient sans laisser de traces. Les rebelles étaient accusés, bien sûr, mais très vite, les soupçons se sont tournés vers d'autres forces, plus discrètes. Je connaissais l'un des disparus. Il s'appelait Majed. Un ami d'enfance, il avait 25 ans et venait de se fiancer. Quand un soir, alors qu'il revenait d'une visite à Latakié, sa voiture a été retrouvée et abandonnée sur le bord d'une route de montagne. Pas de signe de lutte, pas de sang, rien. Juste un silence pesant. Les autorités, elles ont rapidement bouclé l'affaire. Il a rejoint l'opposition, disait-il. Mais nous savions que ce n'était pas vrai. Majid n'était pas un homme politique, il n'avait rien à voir avec la guerre et pourtant il avait disparu. Et il n'était pas le seul. Les rumeurs ont commencé à circuler. Certains disaient que des groupes islamistes s'attaquaient aux Alaouites, en représailles contre le régime. D'autres parlaient d'enlèvements orchestrés par les services secrets eux-mêmes pour faire pression sur des familles influentes. Et puis il y avait ces histoires, celles que l'on n'ose raconter qu'à la nuit tombée, celles qui parlaient de rituels anciens, de sacrifices, de règlements de comptes entre clans. Mon propre cousin, Firas, a disparu en 2015 également. Il était parti acheter du pain dans un village voisin et puis il n'est jamais revenu. Ma famille a fouillé partout, nous avons soudoyé des soldats, interrogé des contacts dans l'armée, mais personne ne savait rien. J'ai commencé à mener ma propre enquête, j'ai rencontré des familles qui avaient perdu leurs proches, toutes leurs histoires se ressemblaient. Des disparitions sans témoins, des voitures abandonnées, des téléphones coupés, des enquêtes bâclées, et puis il y avait ces chuchotements. Certains affirmaient que ces enlèvements étaient liés à une vieille vengeance entre factions alaouites, une guerre silencieuse menée dans l'ombre depuis des décennies. D'autres parlaient d'une organisation mystérieuse, une sorte de secte au sein même de la communauté, qui aurait ses propres codes et son propre agenda. J'ai rencontré un homme, un ancien officier à la retraite, qui m'a confié quelque chose d'effrayant. Ils n'enlèvent pas ces gens pour de l'argent ou du pouvoir, ils les prennent pour autre chose. Quelque chose de plus grand, et il y a des secrets que nous, Alaouites, avons gardés trop longtemps, et maintenant ils nous reviennent comme un boomerang. Ces paroles me hantent encore. Mais la vérité est insaisissable.
Certains disent que ces disparitions ne sont que des règlements de compte dans la guerre civile. D'autres affirment que les autorités savent parfaitement ce qui se passe mais ne font rien pour éviter un soulèvement interne. Il y a aussi ceux qui parlent de magie noire, de malédiction ancestrale qui s'abattent sur notre peuple pour les fautes du passé. Ce qui est certain, c'est que nous vivons aujourd'hui dans la peur. Chaque sortie est un risque et chaque coup de téléphone peut annoncer une nouvelle disparition. Nous sommes pris entre deux feux, d'un côté la haine que nous inspirons en raison de notre lien avec le régime, et de l'autre les divisions internes qui menacent de nous détruire de l'intérieur. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel anonyme. Une voix rauque, presque mécanique, m'a simplement dit « Arrête de chercher, Samir. Certaines vérités ne doivent jamais être découvertes. » Depuis là, je sens que je suis suivi. Je vois des ombres dans la nuit, j'entends des bruits étranges près de ma maison. Parfois, je me demande si je suis le prochain sur la liste. Les Alaouites sont un peuple de mystères, de secrets et de tragédies. Nous avons survécu à des siècles de persécutions, nous avons régné et sommes tombés en disgrâce. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose de plus sombre qui nous guette. Alors si jamais vous entendez parler d'un Alaouite disparu, ne cherchez pas à comprendre. Certaines vérités doivent rester enfouies dans l'obscurité de nos montagnes.